rentrer le film, troisième épisode. Bonjour Kevin. Bonjour. Salut Vivien. Salut. Vivien, s'il te plaît, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, assistés par des pros du kung-fu, de bullet time et de latex, nous allons prendre la pilule rouge et s'enfoncer dans le terrier du lapin blanc pour sortir de la matrice. Bienvenue dans Matrix. Oh mais quelle intro incroyable. Yes. Eh bien, Matrix, qu'est-ce que c'est? De quoi que ça cause? C'est un film. C'est un film, oui, tout à fait, merci beaucoup. Sorti en 99. Sorti en 99, est-ce que tu peux nous en dire, Vivien, un petit peu plus sur Matrix, du coup? Bien sûr, c'est réalisé par les sœurs Wachowski, quelque chose comme ça. Wachowski, je me suis entraîné. Tout simplement, ça nous parle de Neo, un petit malin hacker joué par Keanu Reeves, qui va se retrouver mêlé à une histoire qui inclut une fausse réalité, en fait, la Matrice, un programme informatique qui simule les vies de millions et peut-être même milliards d'êtres humains pour alimenter des batteries de voitures. Des batteries de voiture, ça c'est pas mal, moi j'aime bien. Et c'est une rébellion en fait, tout simplement. C'est les humains qui se rebellent contre l'intelligence artificielle et contre la matrice et qui veulent se réveiller de leur condition d'esclaves. Oui, donc en gros, oui, c'est ça, hein, je suis entièrement d'accord avec Vivien. Le scénario, on va suivre le réveil d'un petit informaticien qui vit sa vie de travailleur le jour et qui est un hacker la nuit, qui a une double identité, et qui va être réveillé et secoué pour sortir de la matrice, qui est une simulation de vie, une espèce d'image qu'on projette à tous les humains vivant sur Terre pour leur cacher la vérité de ce qu'est devenu la Terre et leur monde, en fait, aujourd'hui. Ok, donc c'est réalisé par les sœurs Wachowski. On va avoir beaucoup de mal avec leur nom de famille, hein. Je suis désolé si on les Je pense qu'on va les appeler les frangines, ça va être plus les rapide. frangines, c'est pas mal, moi j'aime bien les frangines, ouais. Donc c'est réalisé par les frangines. On est tous les trois d'accord, je pense, pour dire que c'est un film qui a tout changé quand il est sorti en 1999. Ouais. Oui, il a réécrit les bases du film d'action, en fait. Ah, c'est ça, il a complètement réécrit ce qu'allait devenir le standard des films d'action post lui-même, en fait, post-Matrix. Rien qu'en prenant le héros Neo, on part pas avec un musclore, des guns en ancien militaire, non, on part avec le gars lambda, avec son travail lambda, bon, qui est quand même hacker à côté, mais parce qu'il faut bien un petit hobby, mais on part sur un gars qui n'a rien de spécial en fait. C'est ça, ça pourrait vraiment être Monsieur Tout le Monde, et c'est Monsieur Tout le Monde qui va devenir, qui va devenir l'élu, et qui va techniquement changer même le monde qui est projeté devant nous. Et ouais, non, clairement, en termes de standard, il y a vraiment une cassure entre les films avant Matrix, où, comme tu disais, Vivien, c'était un héros bodybuildé ou qui lançait des punchlines à tire-larigot, et au-delà de ça, même en termes de réalisation, quand on devait filmer une explosion, on filmait une explosion, point. Alors que dans Matrix et après Matrix, n'importe quelle explosion, n'importe quelle scène d'action va devenir hyper esthétisée en fait. Bien sûr. L'explosion devient elle-même, après Matrix, devient elle-même quelque chose, alors qu'avant c'est le héros qui est mis en avant sur l'explosion. Oui, c'est ça. On avait un héros punchliner, on avait des choses explosaient, des scènes de combat qui étaient complètement dans les scènes d'action, dans les films précédents Matrix, je veux dire, c'était de la bagarre presque lambda, j'ai envie de dire. Alors que, et même en termes de standards hollywoodiens, on n'avait pas de comédiens ou d'acteurs qui s'entraînaient 6 mois durant pour apprendre des chorégraphies, dans le cas de Matrix et du Kung Fu ou divers sports de combat, pour pouvoir être filmés en gros plan et assurer eux-mêmes toutes leurs cascades ou toutes les chorés en fait qu'il pouvait y avoir. Et ça, c'est devenu aujourd'hui un standard. Donc Matrix a vraiment posé les bases de quelque chose qui n'existait totalement pas avant. Eh ben, rentrons dans le film. Est-ce qu'on y rentre par le début ? Oui, parce que je pense que c'est vraiment... Cette scène-là nous impose le rythme que sera le film. Ah, complètement. Et moi, il y a un truc qui m'a halluciné dans ce début de film, où bon, tu vois de dos un peu Trinity.
tu comprends qu'il y a des flics qui sont en train d'encercler son immeuble. Donc, ouais, techniquement, au début du film, vu que je savais pas du tout ce que j'allais voir au cinéma à cette époque-là, à la limite, je me disais, mais du coup, est-ce que c'est pas elle la méchante? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai côté en plus film noir dans la mise en scène et dans la lumière, etc. qui fait que ouais, au début, tu sais pas trop du tout qui est-ce qu'on va suivre et qui risque d'être l'antagoniste du film. On le comprend, on comprend qui est l'antagonisme. Après cette scène où justement on voit Trinity de dos encerclée par la police, je pense que quand on voit la gueule des Smiths, on comprend tout de suite que on sait pas qui va être le méchant, mais on comprend que si il y en a plusieurs, parce que la gueule des Smiths, elle est pas non plus, comment dire, elle s'apparente pas non plus à une gueule de gentil. On reste quand même sur, tu dis que Trinity pour toi, tu peux trouver ça méchant, mais vraiment pour moi, en ayant vu le film pour la première fois, je me disais pas que Trinity était seulement méchant, je me disais aussi que les flics et surtout les agents Smith, avec leur tête et les scènes qui suivent, étaient vraiment les menaces pour plus que Trinity, mais pour tout le monde en fait. Ouais, non, je suis d'accord. Clairement, quand tu as les premiers plans sur les agents qui arrivent, en plus, ça fait très. Pour le coup, c'est marrant, ça rebondit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quand ils arrivent la première fois, qu'ils rejoignent les policiers qui sont en train de prendre d'assaut l'immeuble avant qu'ils rentrent dans l'appartement où se trouve Trinity, ils arrivent et ils ont un petit peu cette punchline qu'on entend souvent dans les films d'action, genre on a envoyé des agents et tout, vous inquiétez pas, vous mêlez pas de nos affaires, type le FBI qui reprend une affaire en cours, et les agents leur répondent clairement non mais vos gars sont déjà morts en fait. Il y a un côté très rétro film d'action pré-Matrix en fait. Ouais, et puis surtout la phrase, parce que moi pour l'avoir vu en français, le flic dit quand même c'est qu'une fillette je crois que l'on est de taille. Donc ça montre que derrière voilà ils se disent ça va tranquille. Et l'agent Smith lui dit bien que ils sont déjà morts. Et donc quand ils arrivent dans cette salle, ne serait-ce que là, le premier effet l'effet ralenti, il est juste magistral. Ah ouais, ça a donné le ton, encore une fois, ouais, c'est ça, au ciné, je m'y attendais pas du tout, et d'un seul coup, tu comprends que, ok, donc, ouais, en fait, on n'est pas que dans un film noir ou dans un film potentiellement policier, quoi, ça arrive très tôt, en plus, ce bullet time, 5 minutes, même pas. Voilà, ça te donne, je crois que c'est au bout d'à peu près 2 minutes 30, ça te donne le potentiel en fait du reste du film et tu te dis mais c'est fou comment ils font ça parce que c'est sorti en 99 quand même et les effets spéciaux de ce film sont enfin rien qu'avec ce bout de time on remarque qu'il y a quand même quelque chose de fou qui se passe en fait. Oui, parce que non seulement c'est nouveau et en plus c'est hyper esthétique, c'est voilà, elle jongle avec une chaise, t'as l'effet bullet time où elle reste en l'air pendant que donc l'appareil, enfin les caméras tournent autour d'elle, qui est filmé donc sur 2 plans de vitesse différentes, et même une fois que ça s'est terminé, quand elle a mis tous les flics au sol KO, même chez vous, si vous vous amusez à mettre pause à ce moment-là, il y a une vue une caméra aérienne en fait qui est au-dessus, une vue de la salle complète. Tous les flics sont au sol. Trinity a une posture de combat, bon, elle est debout, voilà, mon mode guerrière. Et si vous regardez bien toutes les lampes torches, les maglights que les flics avaient et qui sont tombés au sol, ça forme un hexagone de lumière. Et rien que ça, déjà, ça annonçait du tout bon. Et il y a du travail sur tous les points, il y a aucun détail qui est laissé au hasard. Non, et puis c'est comme la course-poursuite qui s'ensuit sur l'étoile, magique aussi, parce qu'il y a l'effet de ralenti, mais l'effet de ralenti, ils utilisent ça quand même avec parcimonie. C'est pas tout le temps, c'est à des endroits clés, et ça on se laisse porter par cette action et cette utilisation, et c'est là où on se rend compte que oui, donc ça a été tourné en 98, ça sort en 99, et on se dit, ils maîtrisaient déjà leur sujet, alors qu'on a vu d'autres films user et abuser du ralenti d'une façon totalement non maîtrisée. Ils ont vu Matrix, ils se sont dit, ça c'est sympa, on va faire pareil, mais en moins bien. C'est ça, parce que je pense que pour les frangines, le ralenti, bon, il n'y en a pas tant que ça dans Matrix, mais à chaque fois qu'ils utilisent ce procédé de réalisation, ça sert le propos à chaque fois. C'est au service de la mise en scène et c'est pas juste pour en foutre plein la gueule. Ça arrive vraiment au bon moment, systématiquement. Elles savent ce qu'elles sont en train de faire en fait.
Oui, clairement. Mais tu sens que tout a bien été préparé, ça a été storyboardé vraiment à la virgule près. Et, d'ailleurs, je serais curieux, j'ai pas cherché, je serais curieux de voir ou de mettre la main sur les storyboards de Matrix. Alors, à quel point ils sont restés fidèles. Je chercherai, et si je trouve quelque chose, je le mettrai en fiche sur YouTube, ou si je peux pas le mettre en fiche, je mettrai un lien dans la description si j'ai trouvé Dans quelque tous les chose. cas, on a 5 minutes de film donc axé sur Trinity. Et moi, je suis désolé, à la fin de 5 minutes, pour moi, dans le dictionnaire, badassitude, enfin, s'il y avait écrit Trinity, quoi. Parce que vraiment, ce personnage, tu te dis, waouh, quand même. Ouais, non, je sais pas si c'est si c'est le cuir ou si c'est Trinity, mais oui, en effet, ouais, non, clairement, ça posait la badasserie, vraiment, bim, direct. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur cette intro Pour la fin de cette scène d'intro, c'est là où vraiment on rentre vraiment dans l'univers du film. On se dit que c'est pas juste un film qui fait un film noir ou quelque chose comme ça. C'est aussi un film un peu fantastique, un peu futuriste. C'est tout simplement la scène avec le téléphone, le premier téléphone que l'on voit, une première cabine téléphonique, pardon, dans laquelle Trinity rentre. Un camion Ben fonce dessus, le camion Ben heurte la cabine. Il y a un très court instant où on voit que la cabine est vide. On peut se dire que c'est une erreur, ils vont pas vraiment foncer sur quelque chose, sauf que non, la cabine est vide, mais c'est normal, c'est parce que Trinity, elle a disparu dans cette cabine. C'est ça, mais nous, en tant que spectateurs, on n'en sait rien. On n'en sait rien, et on le sait. Comment? Grâce à la transition qui suit, parce que la caméra, si je peux dire ça comme ça, le plan rentre dans le téléphone, comme Trinity est rentrée dans ce téléphone. Et on comprend, à ce moment-là, d'après moi, on comprend tout l'univers téléphonique, si je peux dire, qui va être important tout le long du film, du début à la fin. Je suis d'accord avec toi, et si tu regardes bien même le générique de Matrix, le tout début, on traverse régulièrement des chiffres, le langage de la matrice, en fait, le code de la matrice, qui est des katakana à l'envers. Hein. C'est un des syllabaires japonais qui a été inversé, entre autres, pour les besoins, pour le design de la matrice. Et régulièrement, dans le générique, on pénètre dans les chiffres ou dans les katakana, et on avance comme ça à mesure que le générique se déroule. Et il y a autre chose que je voulais dire aussi sur cette scène d'introduction, qui est une règle du cinéma. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez, je vous laisse laisser un commentaire, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire à ce sujet-là pour nous donner d'autres films qui utilisent ce procédé narratif. Les Smiths, enfin l'agent Smith, dit clairement, fait passer l'info en disant ok, notre taupe, hein, on a un infiltré quelque part, va nous être utile, les informations étaient correctes en fait. Et ça arrive dans les 5 premières minutes de film. Et c'est une règle de cinéma qui dit que quand tu fais passer un message fort ou que tu veux faire passer quelque chose dans ton film qui te resservira plus tard, fais-le passer dans les 15 premières minutes, puisque le spectateur ne les retient pas. Son attention va être ailleurs, et du coup tu fais passer un petit message comme ça qui ressurgira plus tard dans le film, quitte à surprendre le spectateur. Et à une deuxième lecture, tu dis ah bah oui, mais dès le début, clairement, c'était déjà annoncé presque. Oui, qu'il y avait un traître quelque part. Qu'il y avait un traître, ou je donne un autre film comme ça par hasard, mais j'expliquerai pas pourquoi pour les gens qui l'ont pas vu, mais ne serait-ce que Sixième Sens. Dans les 5 premières minutes de Sixième Sens, normalement, t'as tout compris du film. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Ok, voilà, donc ça c'était ma minute, les règles du cinéma par Olive. Ça pourrait être un super générique. Les règles du cinéma par Olive. Je suis pas sûr. Non. Alors, truc sympa aussi des frangines, le fait d'avoir appelé, en tout cas, l'agent principal, hein, le seul qui porte un nom de famille, je crois, Smith, c'est un nom commun, c'est l'équivalent d'un Dupont en France. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment le nom le plus banal, c'est Monsieur Tout le Monde. En fait, c'est Monsieur Tout le Monde. Ce qui est très caractéristique des Smiths, puisque oui, techniquement, l'agent peut être tout le monde. C'est ça, il a des circuits implantés dans chaque programme existant. C'est ça, il peut devenir du jour au lendemain, enfin voilà, il peut suivre quelqu'un à la trace et prendre possession de n'importe quel corps numérique tant qu'il est connecté à la matrice. Alors, dans les petits trucs de réalisation qui sont cool et qui m'avaient d'ailleurs à l'époque un peu crispé, on est bien d'accord que à chaque fois qu'on entre dans la matrice, il y a un filtre vert qui est posé sur l'image. Oui. Complètement. On est d'accord. Et ce filtre vert n'est présent que dans la matrice et pas dans le monde réel. Non. D'accord.
Ok, parce que j'ai vu à l'époque, entre Matrix et Matrix 2 et 3, plein de gens même qui me disaient ouais, j'ai revu Matrix après la sortie de Matrix 2 et 3, du coup, ils ont rajouté un filtre vert qui n'était pas présent dans la version originale, tout est vert dans la Matrice, pas du tout. Seulement, et c'était déjà là dès la première diffusion cinéma, ça n'a pas été rajouté après pour des sorties DVD futures, le filtre vert est présent vraiment que dans toutes les scènes qui sont dans la Matrice. Oui, puis à l'extérieur de la matrice, on voit que c'est pas un filtre, mais ça a une teinte bien plus bleutée, on va dire. C'est très bleuté, oui, c'est très bleuté. Il y a ouais, c'est très Même froid leur, en fait. ouais, c'est ça. Ouais. Leurs fringues, tout ce qui est métallique et tout ça, on voit cette teinte-là. Et oui, dans la matrice, c'est très vert. Et c'est vrai que la toute première fois qu'on le voit, on est assez perturbé par ce grain-là, parce qu'il fait pas naturel. Non, il fait vraiment pas naturel, c'est vrai. Donc on se dit, il y a un problème. Ma télé, elle déconne. C'est un peu la patte esthétique en fait du film, Oui, totalement. visuel. Quand on te dit, enfin moi personnellement, quand je regarde une scène de film, je vais pas forcément reconnaître, mais s'il y a ce filtre vert, même si c'est une scène où c'est impossible, juste une image, je pense pouvoir deviner que c'est Matrix, rien que grâce à ce filtre vert qui vraiment dit ça, c'est notre univers. C'est ça. Et c'est pas un autre. Oui, Je suis je d'accord. pense que c'est surtout aussi pour accompagner les spectateurs, tout simplement. Bien qu'ils comprennent que là, c'est la matrice, c'est l'univers irréel. C'est une façon assez simple que de tout le temps la nommer, en fait. C'est ça. Et ce qui me fait penser à un truc, à l'époque, quand Matrix est sorti, c'était assez fou. Moi, j'ai des amis qui l'avaient vu avant moi et qui m'avaient dit ouais, c'est un film de fou, on n'a rien compris, c'est compliqué à comprendre. Ça, c'est parce qu'il s'est endormi, c'est pas possible. Pas tant que ça, hein. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Enfin, les choses sont quand même expliquées très clairement et en plus expliquées par le biais de Morpheus, d'un des acteurs. Pour le coup, Morpheus, c'est Wikipédia. Hein. Bah, c'est le Wikipédia de la matrice. Je veux dire, une fois que tout, Neo est réveillé, est sorti de la matrice, est récupéré, etc., il y a toute une phase d'explication où Morpheus, du coup, va expliquer à Neo ce qu'est la matrice en lui montrant, en prenant des visuels, etc. Et clairement, il te dit que oui, bah, l'humain, c'est plus qu'une pile. Et il y a deux mondes, et vous allez voir, et vous allez être confrontés, vous, spectateurs, sur toute la durée du film, à deux mondes qui n'en forment qu'un, en fait. Ce que vous connaissez, c'est ce qu'est la matrice, et ce qu'on vous montre avec le futur, grosso modo, quand ils ne sont pas connectés à la matrice, c'est le monde réel. Mais je sais que même mes parents, ils avaient eu beaucoup de mal à bien comprendre les enjeux en fait de Matrix. C'était un film compliqué. Et tu vois, c'est peut-être ça aussi. On fait le lien avec ce qu'on disait avant, le changement des films d'action. C'est qu'avant, les films d'action étaient vraiment ce qu'on peut dire no brain. On posait notre cerveau à côté et c'était de l'entertainment. On prenait du divertissement plein la figure et voilà, il n'y avait pas besoin d'une réelle réflexion. Et Matrix t'apporte ça parce que tu te poses des questions à la fin. Tu te poses pas des questions par rapport au film. Tu te poses des questions par rapport à notre monde à nous, en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que avant, il n'y avait pas dans pas mal de films d'action des années 80-90. Mais tu prends n'importe quel Die Hard, par exemple, qui sont d'excellents films d'action. Ouais, tu réfléchis pas. Le héros, il avance, il va faire des blagues, il va tuer des trucs, mais voilà, c'est résolu d'une manière très simple. C'est très. Tu sors pas de la salle ou du film en te disant putain, mais il y a peut-être quelque chose. Ouais. Peut-être notre réalité aussi à nous, elle est distordue. Oui, bien sûr. J'avais envie de dire, c'est des films avec des scénarios très basiques, mais c'est sans vouloir être méprisant ou quoi que ce soit, hein, parce que c'est en plus, dans le cadre de Die Hard, c'est des films que j'adore. Mais c'est le côté, voilà, il y a un héros qui vit une situation exceptionnelle. C'est un flic. Il va résoudre cette situation exceptionnelle. Fin. Et c'est des situations qu'on connaît. Ça se passe dans des lieux communs, un aéroport, un immeuble, une ville, voilà. Et il y avait même des films d'action un peu fantastiques ou de science-fiction comme un Demolition Man. On retrouve, c'est très simple à comprendre finalement. Il y a eu une ellipse temporelle, fin, et après ça reste un film de poursuite, de flics et un peu d'action, quoi. Non, bien sûr. Mais après, oui, en fait, ce qui est compliqué dans Matrix, c'est plus le propos, c'est pas le film en soi. C'est plus la remise en question qu'on peut avoir après sur notre société plutôt que le film en tant que tel. Parce que le film en tant que tel reste un film abordable, hein. Ah oui, complètement. Mais Matrix, c'est un film que je pense, tu apprends à de plus en plus apprécier au fur et à mesure où tu vas. C'est un film qui demande déjà
plusieurs lectures, vraiment plusieurs visionnages pour t'amuser à aller chercher déjà toutes les messages, les sous-messages, les symboliques que les Frangines ont voulu déposer partout dans leur film. Il y a des choses qui sont très très fortes. Mais quand te le manges la première fois, tu te manges juste un film esthétique qui va à 200 à l'heure avec quelques ralentis. Et t'as pas le temps vraiment d'assimiler tout ça. Et c'est un film qui demande à être revu plusieurs fois. D'ailleurs, tiens les garçons, vous l'avez vu combien de fois pour les besoins de le podcast sur cette semaine? Vous l'avez regardé combien de fois, Matrix? 2 fois cette semaine. 2 fois cette semaine, Vivien? Une fois cette semaine, une fois la semaine dernière, et je l'avais revu dans le mois. Donc en tout 3 fois dans le mois. Ok, je m'en sors grand gagnant encore, je l'ai vu 4 fois. Ouais, mais là, c'est un bon film. Là, ça va. C'est pas... Tu t'as pas perdu plusieurs heures de ta vie, quoi. Ça reste agréable C'est à pas regarder. comme avoir regardé plusieurs fois un Resident Evil. Ce mot est interdit, Vivien. On peut faire un parallèle avec Resident Evil si vous voulez, juste 30 secondes, parce que Kevin, je sens que tu trépignes. Non. Alors attends, petit jingle, c'est les 30 secondes de Kevin. Oh yeah. Mais je veux pas faire un parallèle obligatoirement, c'est juste que Matrix utilise des éléments que on a vu dans Resident Evil en moins bien. Matrix, c'est un masterclass. Resident Evil, non. Il y a l'utilisation des ralentis qui est utilisé dans les 2 films. Et un truc qui m'a fait vraiment, où je me suis rendu compte que Resident Evil avait faux sur pas mal de trucs, mais on va pas faire un podcast sur Resident Evil, on l'a déjà fait. Non. C'est sur la scène de combat dans l'immeuble où il y a des ralentis, c'est très esthétique, et il y a de la musique. La musique est là pour sublimer l'image. Elle est pas au-dessus de l'image. Ce qu'on a tendance à faire beaucoup trop de films maintenant, à mettre la musique forte, la techno, du genre on entraîne. Non, c'est l'image qui porte le film, et la musique est là pour l'accompagner. Dans cette scène de fin pas scène de fin, mais scène dans l'immeuble, qui est juste magistrale. Resident Evil fait des références à Alice au Pays des Merveilles. Matrix le fait aussi, mais mieux. Voilà, on va pas... Matrix fait des références à Alice au Pays des Merveilles, mais il en fait peu. Et le peu qu'il y a... Il en fait que avant que Neo rentre. C'est pendant un très court instant, sur une petite période. C'est pas sur toute une longueur de film. C'est vraiment quelque chose qui sert un peu d'imagerie en fait, d'illustration à ce que dit Morpheus. Je crois qu'il en fait que 2, surtout. Il en fait une par rapport au lapin blanc. Il y en a 3. 3. Et il y en a une sur l'histoire du trou. Donc, ça suffit, ça sert ça tient ton propos, c'est imagé, c'est pas omniprésent, quoi. Ça sert juste à, encore une fois, à accompagner le spectateur en disant il y a suivre le lapin blanc à un moment donné qui est juste un levier en fait narratif pour dire si tu comprends ce qu'on te dit, tu vas suivre les bonnes personnes. Hein, et après, il est emmené en boîte de nuit pour rencontrer Trinity. Et il y a mais ce que je voulais dire, c'est que ça accompagne le spectateur. Donc, on va vous faire passer dans un autre monde, une autre dimension, un autre moment en fait. Et comme dans Alice au Pays des Merveilles, il s'en sert pas à outrance. Mais Vivien, tu disais qu'il y avait trois moments, du coup je suis curieux. Alors, il y a au début, quand il doit suivre le lapin blanc, qui est une référence, mais au final, on se rend compte que il doit physiquement suivre le lapin blanc, en fait. C'est pas juste une métaphore, c'est vraiment prendre littéralement ça. Enfin, je suis pas n'importe quel lapin blanc non plus, je suis le tatouage. Ensuite, tu as quoi? Tu as quand Morpheus lui parle des pilules, il lui demande de l'accompagner dans le pays des merveilles, en plongeant dans le gouffre. Ce que Cypher va répéter plus tard, mais la troisième, c'est le miroir. Ah oui, comment le il miroir, rentre dans la matrice, c'est en touchant ce miroir, à la limite en passant à travers en fait. C'est plus le miroir qui passe à travers Neo, mais voilà, on reste sur... Cet effet spécial est juste magique aussi. Il est super bien fait ce morphing. Ah, le morphing est génial. Et on est en 99, donc du coup, on est quand même presque 10 ans après Terminator 2, qui avait posé les bases de la CGI, imposé quelque chose. Mais c'est top, c'est vraiment super top. Ouais, toute la CGI du miroir en fait qui s'empare de Neo et tout. Et petit fait intéressant, je sais pas si vous aviez noté, après intention ou pas, je pense que oui, au moment où Neo justement a pris la pilule qui va servir de traceur pour qu'on puisse le retrouver dans le monde réel une fois qu'il sera débranché de la matrice, et qui se regarde dans le miroir avant de le toucher,
de voir que le miroir, en fait, c'est que du code. Il ne voit plus son visage. Le miroir est cassé et quand il se regarde quand il se regarde et qu'il regarde son image dans le miroir, on ne voit plus son visage. Oui, il y a tout un parallèle au miroir tout le temps dans le film. Hein. Pour moi, ça commence avec les lunettes de Morpheus. En permanence. Qui sont tout le temps des miroirs, en fait, tout simplement, de ce que Morpheus voit et de ce qui se passe. Et c'est en effet super bien fait. Et tout le film, en fait, il y a des miroirs. Et je trouve ça très en avance parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle miroir ? C'est nos écrans. Oui. C'est nos écrans d'ordinateur, comme la série Black Mirror, qui veut dire tout simplement miroir noir et qui signifie, qui désigne les écrans d'ordinateur. Et de voir ça en 99, alors qu'encore aujourd'hui on utilise le terme miroir pour signifier chacun de nos écrans, c'est incroyable parce que c'est il y a 20 ans maintenant. C'était visionnaire, c'était presque un signal d'alarme. 20 ans, ouais, c'est ça, 20 ans avant là où on en est aujourd'hui, où c'est vrai qu'on est très dépendant de nos différents miroirs. Autre chose aussi, juste avant que Neo suive le lapin blanc, donc il doit dealer du hack, hein, il doit juste dealer une disquette. Et, c'est ça. Il doit dealer une disquette. Et il récupère sa disquette dans quoi ? Il récupère sa disquette dans un livre. Est-ce que... alors moi je l'ai déjà dit à Kevin, parce qu'on en a discuté. J'ai pas fait gaffe. Simulacre et simulation de Baudrillard, qui est un livre qui parle exactement du propos de Matrix. Nous vivons dans une simulation. Ouais, mais regarde, t'as ce livre, et la question que pose Neo à le gars qui lui achète, c'est quand même, tu t'es jamais demandé si tu étais réveillé ou endormi. Donc encore une fois, ça reste un appel du pied à toute cette histoire. Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, ce sera révélé après, expliqué plus en détail pourquoi Neo est si important et qu'est-ce que l'élu, etc. Ce sera révélé dans Matrix Reloaded, enfin Matrix 2, entre guillemets. Et on n'en parlera pas ici, parce qu'on en parlera sûrement plus tard. Et voilà, mais... D'ailleurs, aussi, tiens, je rebondis, je vais vous parler de ma vie. Je vous ai dit que j'avais vu Matrix 4 fois là sur les 10 jours, parce on l'enregistre un peu tardivement ce podcast-là, contrairement à d'habitude, on a un peu plus d'avance. La première fois où on s'est dit, bon, on fait Matrix, moi dès le lundi ou le mardi matin, tac, je me prépare à regarder Matrix et je me suis fait avoir. J'ai regardé Matrix et dans la foulée, j'ai regardé Reloaded et Révolution. Je n'ai pas pu faire autrement, je suis obligé je me suis mangé l'intégralité des 3 films en 2 jours, quoi. En même temps, ce film, il faut voir les 3 films ensemble. Matrix fait partie de cette trilogie, c'est pas un film indépendant en fait. On s'en rend bien compte. Et je sais que Vivien a pas la même vision, je pense. Il a peut-être pas le même affect pareil des 2 autres films. Peut-être juste 2 mots, mais voilà. Après, on va vraiment se recadrer sur Matrix. Mais juste explique peut-être juste pourquoi, si tu peux le faire rapidement. Pour moi, Matrix, c'est un film qu'on peut très bien regarder tout seul en fait, et on peut s'imaginer la suite. Très bien parce qu'on sait qu'on a un héros à la fin qui est surpuissant. On sait qu'il peut battre les grands méchants. Et puis les autres films, je les trouve même visuellement moins intéressants, pardon. Et aussi les effets spéciaux par rapport où Matrix, pour moi les effets spéciaux n'ont pas du tout vieilli. Les effets spéciaux des 2 prochains films sont extrêmement vieillots en fait. Et oui, je n'aime pas ces films-là. Je n'apprécie pas vraiment. J'aime bien certaines scènes, les scènes calmes de ces films que je trouve bien, tout simplement. Oui. Mais tout ce qui est scènes d'action dans les prochains films, c'est vraiment des scènes que je n'apprécie pas et ça m'empêche vraiment d'aimer ces films. Même si l'esthétique est toujours là, même si c'est un scénario qui reste intéressant, c'est des films que personnellement j'apprécie beaucoup moins que l'original. Bon c'était la dernière intervention de Vivien dans ce podcast. Merci Vivien, je pense que je vais te mute à partir de maintenant. Non, comme j'ai dit, on va pas créer le débat de ça. Ça sert à rien. Non, mais on en parlera et on entendra chacun nos points de vue, peut-être en off déjà pour débriefer un peu. Je pense que, ne serait-ce que là-dessus, tous les 3 n'avons pas le même point de vue déjà. Non, mais déjà on n'a pas le même âge, hein. Mais ça après nos auditeurs, parce que maintenant j'ai appris le mot, nos auditeurs ne savent pas, c'est que Vivien a tout fraîchement 18 ans, si je ne me trompe pas. C'est exact. Kevin en a 30 et quelques. Ça fait mal, mais oui.
Et moi j'en ai 42, Olive. Du coup, on a forcément des visions qui se croisent, qui vont se rejoindre sur des must-have, mais on va avoir plein de divergences. Et le trio, enfin notre trio, je pense est intéressant, ne serait-ce que pour ça. Et là où Vivien peut nous canaliser, par exemple Kevin et moi, sur des choses où on va être beaucoup plus aigre ou beaucoup plus amer, il y a d'autres choses, peut-être que Vivien, sans prendre un discours de vieux con, n'a peut-être pas encore la vision globale de quelque chose que nous on a cerné. Mais après voilà, c'est vraiment je ne veux vraiment pas avoir un discours de vieux con, hein. Le prenez pas non mais si, c'est logique, c'est 3 générations et du coup on n'a pas les mêmes, simplement on n'a pas vieilli et on n'a pas grandi avec les mêmes films. Clairement. Oui, puis on les a pas eu au même moment de nos vies, on peut en parler pendant des heures et des heures, mais ça sert à rien. Pour l'instant, moi, les trois films dont on parle, hein, dont on a parlé, Hunger Games, Resident et Matrix aujourd'hui, c'est des films déjà que j'ai vus moi au cinéma, ce qui est peut-être pas le cas de Vivien déjà, il n'en avait aucun. Pas du tout. Voilà. Ok, digression terminée. Qu'est-ce que vous avez pensé du réveil de Neo, c'est-à-dire quand il se réveille et qu'on constate pour la première fois vraiment l'étendue du monde réel? Et moi, juste pour dire, c'était une scène. J'ai vu Matrix plusieurs fois au cours de ma vie. Tout ce passage-là, ma mémoire l'avait occulté. Wow. Comme je t'en avais parlé au livre. Ouais. Moi, d'où il sort de son espèce d'œuf, parce qu'on peut appeler ça un œuf, jusqu'au moment où il est apte à se réveiller et donc à faire la rencontre des personnes du vaisseau, tout ce passage-là, je ne m'en souvenais pas. Donc ça a été une redécouverte. C'est incroyable. Mais ouais, c'est impressionnant. Ma mémoire l'avait totalement occulté. Et pour dire, moi ça m'a mis extrêmement mal à l'aise en fait. Parce que cette espèce de gel... c'est une renaissance. Oui, il faut la vivre comme suit. Hein. Voilà, c'est une renaissance avec tous les câbles qu'il a partout et tout ça. Et puis... Alors, là tu dis que ça c'est dérangeant, et c'est normal que ce soit dérangeant. En fait, toute cette scène, toute cette esthétique est inspirée par le travail de l'artiste H.R. Giger. Giger. Je sais pas comment on le prononce. Giger. Cette esthétique est dérangeante et est faite pour déranger. Et c'est là qu'on se rend compte que ce film, en fait, c'est pas juste du coup un film soit de SF, soit fantastique. C'est en plus de ça un peu un film pour moi d'horreur. C'est un film qui a qui utilise les mêmes choses que certains films d'horreur utilisent également, dont cette esthétique, dont certains jumpscares qu'on voit par moment, même si c'est pas des jumpscares pour faire peur, mais voilà, dont même rien que on en reparlera peut-être après, mais de la première interview entre Neo et les Smiths, où Neo se fait fondre la bouche. Oui. C'est pas comment. Ou fusionner les lèvres. Ouais. C'est ça. Toute cette esthétique est esthétique horreur. Et donc oui, l'esthétique de la Renaissance, inspirée par H.R. Giger, est horrifique et est dérangeante. C'est normal que... Mais par contre, c'est très étrange que tu aies oublié... Pour moi, c'est quelque chose vraiment que je n'ai pas oublié, et que la première fois que j'ai vu ce film m'avait vraiment dérangé au point de ne pas l'oublier. Ah, mais de toute façon, tout le travail de Giger, hein, d'une manière générale, ne serait-ce que sur l'Alien et tout, il faudrait que je te montre, j'ai un ou deux livres d'artwork en fait, du travail de Giger à la maison. Vivien, si ça t'intéresse. Et c'est fou parce que oui, non seulement tu retrouves l'esthétique dont tu parles dans Matrix, mais et l'esthétique de manière plus générale d'Alien et du premier film Alien essentiellement, avec tout ce côté, c'est hyper sexualisé, hein, le travail de Giger. Il y a qu'à voir l'Alien, la bestiole en elle-même, c'est un phallus. C'est très phallique, et c'est très représentatif même du viol avec la deuxième mâchoire qui sort de sa gueule. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'Alien, mais ouais, dans l'idée, ouais, Giger est très malaisant. Et toute cette scène-là, avec, ouais, en effet, il y a un côté très... le liquide dans lequel il est, où il t'explique que les enfants sont nourris avec les morts, qui sont les humains morts qui sont liquéfiés pour de nouveau renourrir les vivants. Ça, et ce côté très gélatineux quand il sort de son cocon, c'est juste fou. Donc c'est vraiment, ouais, non, mais ça rend le côté très suintant en fait. Et tu vois toute l'ironie presque des machines. Du coup, c'est pas un monde dans lequel tu as envie de vivre, clairement. Hein, même au-delà de l'humain qui est réduit à l'état de batterie, c'est pas fou l'ambiance là-bas. On va faire un petit bond dans le temps. Évidemment, les gens. Ça va depuis le début, on spoil à balle sur le film parce qu'on part du principe où vous l'avez déjà vu si vous êtes là, et si vous êtes là, mais qu'est-ce que vous foutez là ?
si vous n'avez pas vu le film en tout cas. J'aimerais qu'on parle un peu de la première scène où ça fait 7 heures que Neo est connecté à la matrice d'entraînement dans le Nebuchadnezzar, le vaisseau 7 de Morpheus. Je crois que 7 heures ou 12 heures d'entraînement. en français, c'est 10 heures, je crois. Ok. Je sais plus, j'ai pas noté le nombre d'heures, et j'aimerais qu'on parle, si ça vous va, de cette première scène de combat contre Morpheus, où ils sont dans un dojo, et ils vont faire du kung-fu. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Parce que moi, j'ai 2-3 bricoles, mais j'aimerais votre point de vue. Bah déjà, le kung-fu, il se l'est fait implanter. Enfin, c'est Oui. une mise à jour. Oui, c'est un update, ça. bien sûr. Ça, c'est C'est ça. assez marrant. Bah, très belle scène, déjà. J'ai bien aimé. Cette scène-là m'a fait un... Parce que tu as 2-3 panoramiques filmés où tu les vois vraiment dans le cadre du dojo, avec Neo à gauche, Morpheus à droite, avant qu'ils commencent à se taper. Et c'est pour moi vraiment un copier-coller de ce que tu retrouves quand tu joues à un jeu vidéo, quand tu joues à un jeu de combat. Oui. C'est exactement... Il manque que les barres de vie à la C'est limite. vrai. Oui, c'est C'est totalement vrai, ça. Je pense que c'est vraiment un clin d'œil. Mais c'est des gamers, hein, enfin c'est des gameuses. Les frangines, les sœurs Wachowski sont des joueuses. Hein, elles ont dévoré beaucoup de jeux vidéo aussi. Hein, donc du coup, tu ressens, je pense, et c'est volontaire hein, de leur part, ce côté, en tout cas, ouais, très, très jeu vidéo. Où j'aime beaucoup la réflexion de Morpheus dans cette scène que, bon, ça se bagarre. Il y a du kung-fu filmé en gros plan. Enfin, c'est très esthétique, encore une fois, c'est très joli. Et bon, Neo se fait mettre au sol par Morpheus. Et Morpheus lui demande, mais d'après toi, pourquoi je t'ai battu? Ou pourquoi t'as pas réussi à me battre, etc. Et Neo lui dit, parce que t'es trop rapide. Et Morpheus lui répond, est-ce que tu penses que c'est vraiment ma vitesse dans cet environnement-là qui compte? Et t'as l'air essoufflé, est-ce que tu crois vraiment que t'es en train de respirer de l'air? J'ai beaucoup aimé ce petit passage qui te remet encore une fois le fait que ouais, t'es connecté à quelque chose, t'es pas en train de le vivre réellement. C'est pareil. Et après, il lui dit on n'est pas le meilleur quand on le sait, mais quand on le croit. Oui. Donc, pour lui montrer encore une fois que c'est vraiment la psyché qui est très importante dans ce monde irréel. C'est comme un des effets esthétiques que j'ai le moins apprécié du film, mais qui se comprend, c'est quand Neo combat contre Morpheus et va tellement aller vite au point qu'on va voir ses bras se doubler presque dans l'effet numérique. Et je trouvais ça pas très beau, mais même, je pense que c'est même fait exprès parce qu'on est dans une réalité distordue qui n'est pas la réalité. Et donc ça, je me suis dit, ça colle totalement avec le ton du film. Et surtout tu retrouveras le même effet quand une fois connecté à la matrice et la révélation de l'oracle faite, il va se battre contre l'agent Smith dans la station de métro et tu retrouves exactement le même effet avec le même plan, hein. C'est une caméra vue du dessus, Neo qui se prend des coups de poing enchaînés par l'agent Smith et c'est le même type de mouvement qui est reproduit. Donc ouais, ça fait un effet, c'est un effet qui est peut-être un peu visuellement détonnant par rapport à l'esthétique globale du film qui est léché vraiment très très bien, mais c'est un bon moyen de faire comprendre ce qui se passe aux spectateurs. Je pense, oui, ça va très vite, et du coup, t'as ces bras que tu vois bouger très vite, et t'as des shadows, presque des ombres de ces bras qui sont translucides, pour bien comprendre que ces mouvements sont très très rapides et répétés. Hein. Je sais pas, moi, c'est un effet chez moi qui fonctionne très bien, en fait, cet effet-là, pour le coup. Par rapport à vous, c'est un effet qui, vraiment, je ressens le fait que Neo se fait défoncer. C'est l'âge. C'est vraiment un effet, oui, peut-être. C'est l'âge. C'est un effet qui fonctionne extrêmement bien sur moi et c'est presque un effet qui me fait mal en fait pour Neo tout simplement parce que je me dis pas que c'est moche ou c'est bizarre ou quoi, je me dis juste que putain il frappe trop vite le con. Oui, et donc il va voilà, me buter. le visuel fonctionne chez toi. Moi, chez moi, ça m'a pas dérangé hein, non plus. Hein. Le visuel a bien fonctionné sans trop de soucis. Suite à cet entraînement, il y a beaucoup de dialogues qui te plantent un peu, qui te font encore de la... Comment dire, de l'exposition du reste de l'équipage, les deux opérateurs qui sont deux frères qui restent eux systématiquement dans le vaisseau quand l'équipage doit se connecter à la matrice parce qu'ils n'ont pas de valve. C'est ça, ils ont été créés une fois que leurs parents ont été libérés de la matrice. Du coup, ils ont été créés dans le monde réel. Et ils n'ont aucun moyen, aucune prise, aucune connectique pour se connecter à la matrice. Bioports. Ils n'ont pas de bioport, exactement. Merci beaucoup. On en parlera d'Existence un jour, je te promets. Ok, donc voilà, un peu d'exposition sur le crew et il se connecte réellement à la matrice parce que Neo doit aller consulter l'oracle. Alors je sais pas comment vous avez vécu cette scène, en tout cas pour la première fois que vous avez vu le film.
Mais moi au ciné, là pour le coup, j'étais vraiment très dans l'expectative quand il y a toute cette scène-là qui est complètement surréaliste par rapport à tout ce qu'on vient de te balancer comme info. T'as eu des scènes super fortes, beaucoup d'action, des effets visuels de fou. On t'envoie voir l'oracle. Moi, je m'attendais à. La dernière image que j'avais d'un oracle, c'est dans l'Histoire sans fin. C'était l'oracle sudérien, je crois, qui s'appelait comme ça. C'était des grandes statues énormes. Enfin, et là, tu tombes sur une mamie qui fait des petite cookies. dame qui fait des cookies, quoi. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça cassait le rythme un peu, ça te posait. Oui, et à la relecture, c'est tout à fait, à la relecture, c'est même génial. Mais Ouais. à la première fois que je l'ai vu, Tu t'attends pas à ça. non, clairement. Et surtout le côté, c'est l'oracle donc qui est décrite par les humains avec des mots d'humains. Elle connaît, elle est censée prédire l'avenir, savoir te dire si oui ou non tu seras l'élu, te révéler le message de ton existence, etc. Enfin, et là, quand tu la vois en train de faire ses cookies et qu'elle lui fait la réflexion du t'inquiète pas, c'est pas grave pour le vase, parce qu'il rentre dans la cuisine et que du coup, en lui disant ça, il regarde le vase, il le fait bouger et le vase tombe par terre. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et à la relecture, c'est encore, enfin, un deuxième visionnage ou un visionnage, ouais, peu importe, ça fonctionne super bien. Surtout quand elle lui dit est-ce que si je t'avais pas dit pour le vase, est-ce qu'il aurait été cassé? Ouais, elle lui dit, ouais, maintenant je vais te mindfuck le cerveau. Si je t'avais pas prévenu pour le vase, est-ce que tu l'aurais cassé? Ça, c'est génial. Et là, tu te dis ah non, encore des questions. Et alors, petit truc aussi, petit clin d'œil sympa, c'est que elle prépare des cookies. On est connecté à la matrice, donc tout ce qui nous entoure est entièrement virtuel, connecté à une machine, donc à un ordinateur, hein, pour faire vraiment très simple. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer ce qu'est aujourd'hui un cookie, puisque si vous allez sur n'importe quel site internet avec votre ordinateur, ça vous dira est-ce que vous voulez accepter les cookies? Et c'était un clin d'œil bien appuyé, je trouve, une référence dans le film qui était plutôt cool quand tu sais la lire. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Mais oui, en effet, il y en a des plein. cookies en fait. Bien sûr, c'est comme Neo qui bosse pour une boîte de software. Néo qui habite dans l'appartement 101. Oui, voilà. Ouais, Par exemple. Langage informatique de base. La scène du tout début du film, la chambre où se trouve Trinity, la chambre 303. Et c'est aussi à la fin du film le même lieu où Neo va décrocher le téléphone et se fait tirer dessus par l'agent Smith. C'est la chambre 303. C'est le même endroit. Wow. Ouais. Et 303 en HTTP, et ça je le sors pas de mon chapeau, j'ai été chercher sur Google parce que si à la caméra on te montre 2 fois de suite quelque chose, même si c'est sans insistance, c'est qu'il y a un message caché derrière. On ne filme rien gratuitement dans un film, ça coûte trop cher. Et du coup, en langage HTTP, 303, ça signifie que la réponse à cette requête se trouve ailleurs. Waouh. Oui. Ça, c'est X-Files. Bah oui, du coup, c'est logique. Mais c'est juste. C'est logique. C'est juste. Ça, c'est le propos du début du film, un peu. La réponse est ailleurs. C'est en fait. complètement le propos du début du film. Ce que je trouve absolument génial. Donc, suite à la comment dire, à la discussion avec l'oracle, qui lui dit bon, bah, du coup, ah non, t'es pas l'élu. Dommage. Hein, parce que Morpheus était vraiment convaincu que Neo était l'élu. Le crew, l'équipage qui était connecté à la matrice, on est tous d'accord que se fait trahir par quelqu'un que... Kevin, t'as peut-être envie d'en parler, du coup? Cypher. Oui, le fameux Cypher, oui. Le fameux Cypher. Oui, j'ai envie d'en parler parce que, encore une fois, Cypher tue tout le monde, enfin, tue 3 personnes, 4, ce qu'il pensait, mais non. Donc il tue, et il va raconter sa vie à Trinity. À un moment donné, mec, débranche-le. C'est ça. Si tu veux vraiment, mais bon, pour le sujet du film, vaut mieux pas que le héros meure. Mais arrête de raconter ta vie, débranche-le, et puis c'est bon, t'as gagné. Puis surtout quand il abuse avec ah oui, mais du coup si je le débranche là, en fait je pourrais pas le débrancher, il y aura un miracle parce que c'est l'élu. Alors que si c'est pas l'élu, je pourrais le débrancher, mais sinon ça veut dire que je dois pas pouvoir le débrancher. C'est long et c'est dommage. C'est peut-être le seul truc un des 2 trucs qui me dérange le plus. Parce que ça, c'est vraiment typiquement un truc qu'on a vu 1000 fois dans pas mal de films. Le méchant va raconter sa vie et il va mourir parce qu'il a raconté sa vie en fait. C'est l'archétype, c'est l'archétype du méchant qui va trop en dire et qui va se faire avoir parce qu'il en a trop dit, ou qui va raconter son plan de super méchant de conquête du monde alors qu'il aurait juste dû tirer dans la gueule du gars. Dans la et tête. ça, c'était gagné, tu vois. En même temps, c'est le problème de Cypher depuis le début.
depuis la première fois qu'on le voit, il parle trop, ce personnage. Dans le vaisseau, c'est le... Tu l'aimes vraiment pas. Non, c'est pas une question que je l'aime pas. C'est dans le vaisseau, c'est le seul qui a des répliques. Hormis Morpheus, Trinity et Tank. C'est le seul qui a plus de lignes de dialogue. C'est vrai, c'est le seul membre de l'équipage qui a plus de lignes de dialogue. Non, moi, c'est pas que je l'aime ou que je l'aime pas, c'est un personnage fonction comme il y a d'autres personnages fonction. Il est pas horripilant ou quoi, c'est juste que ça, c'est un truc scénaristique que j'aime pas trop, moi, quand l'antagoniste raconte sa vie. Surtout que c'est pas vraiment l'antagoniste en plus. Hein. Non, c'est un juste pion. un con. C'est un outil pour l'antagoniste. L'antagoniste, c'est qui d'ailleurs dans Matrix? C'est mis en image par l'intermédiaire de l'agent Smith, mais globalement, ça reste la matrice. Hein, oui, le bien sûr. computer central, on va dire. Mais ouais, le comédien, Cypher, qui est joué par Joe Pantoliano, je crois. Ouais, attends, Pantoliano, oui, c'est ça, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est pas la première fois où il a un film où il parle de trop, où il joue dans un film où il parle de trop. Quand il a joué dans Memento de Nolan, c'est pareil. Hein, oui, c'est vrai. C'est censé être l'ami du héros. Et le héros qui perd régulièrement, enfin qui a perte de mémoire immédiate, et du coup il parle aussi beaucoup. Il a le même genre de rôle, même s'il c'est pas un méchant. Et voilà, c'était un petit aparté. Yes. Hop, donc Morpheus se fait capturer par les chance. agents suite à la trahison de Cypher. Morpheus est capturé. Neo et Trinity retournent, se déconnectent de la matrice et retournent sur le Nebuchadnezzar. Et là, Neo, qu'est-ce qu'il a, il va avoir une révélation. Il va mettre en parallèle ce que lui a dit ce que lui a dit l'oracle. Et il sent qu'il faut qu'il retourne dans la matrice et qu'il peut sauver Morpheus. Parce que les agents n'ont pas tué Morpheus, puisque c'est un capitaine de vaisseau, et tous les capitaines de vaisseau ont les clés, les codes, pour retourner à la ville des humains cachée très profond sous terre, dans le monde réel. Oui, puis, c'est exact. En plus, Neo dit vraiment une phrase impactante, c'est une petite punchline. On lui dit, mais non, c'est trop risqué. On lui a dit, personne n'a jamais pris de tels risques. Et il fait, c'est pour cela qu'on va réussir. Exactement. Voilà. Et Neo, il pète la classe, et en parallèle de ça, donc des décisions qui sont prises dans le monde réel sur le Nebuchadnezzar pour aller sauver Morpheus, on a connecté à la matrice en même temps Morpheus, à qui on injecte du sérum de vérité, hein, schématiquement c'est un peu ça. C'est les agents, toujours l'agent Smith en particulier, qui s'en occupe, et l'agent Smith a un monologue qui est juste incroyable. C'est une tirade magistrale. Il t'explique clairement que lui, il en a ras-le-bol d'être là, que l'humain, il pue, et que l'humain, schématiquement, c'est le cancer de cette planète, quoi. Ouais. C'est génial. Surtout, c'est parce qu'il y a encore des humains que lui doit être obligé d'être là, en fait. S'il n'y en a plus, il est libéré, et c'est tout ce qu'il veut, Smith. C'est ça, lui, il veut en finir, il veut quitter, il veut avoir rempli son rôle de programme fonction, parce que c'est un programme, l'agent Smith, c'est un programme de contrôle, de surveillance. Il veut finir ça pour pouvoir être désinstallé ou passer à autre chose, tu vois. Non, je disais juste que la phrase est belle. Enfin, toute la réplique est belle, même si elle est forte de sens. Et tout ce côté sur les humains sont puants et j'ai vraiment peur de puer moi aussi à la fin. Tu te dis, il en a gros sur la patate quand même, le mal. Tu sens qu'il a envie de dire, on en a gros. Enfin, ouais. L'antivirus, il en a gros. Hein. C'est ça. Donc, Neo se décide à retourner dans la matrice, accompagné de Trinity, parce que Trinity lui fait clairement comprendre que non, mais tu vas pas tout seul, moi je t'accompagne, parce qu'en même temps je suis ton supérieur hiérarchique sur le vaisseau, sur le Nebuchadnezzar. Du coup, c'est l'amour. C'est l'amour. Ils se connectent tous les deux à la matrice, et là on va rentrer vraiment dans... L'acte 3 commence presque à ce niveau-là, hein. Il faut résoudre et en terminer avec Smith, et il faut solder un petit peu l'enlèvement de Morpheus. Et là, on va rentrer vraiment dans le dur de l'action et de l'esthétique des sœurs Wachowski, je pense, parce que ça donne... Et là, ça va péter. Ça va péter la classe. Ça pète à tous les niveaux. Cette scène où ils arrivent dans l'immeuble, des agents, hein, grosso modo, elle est incroyable. Elle est magnifiquement rythmée. Non, il n'y a rien à dire là. J'ai juste envie d'applaudir et dire ça, c'est du bon travail. Et c'est là qu'on se rend compte du travail, encore une fois, des sœurs Wachowski, c'est que n'importe quel plan de cette scène-là, c'est un ralenti
Même si le héros, un des deux héros, Trinity ou Neo, doit ramasser une arme, ce sera un ralenti, une galipette, un insert sur la récupération de l'arme et une scène d'action juste derrière. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans cette scène et c'est juste fou comment ça fonctionne bien. La salle, par contre, qui est un peu, comment dire, salle élastique, si je peux dire. Parce que le nombre de galipettes que Neo fait en avançant vers le fond de la salle, en traversant plusieurs piliers, tout ça, je sais pas combien de piliers il traverse. Et au final, à la fin, t'as un plan de la salle. Il y a quoi, 4 piliers? Oui, c'est ça, il y a 4 ou 5 piliers, pas plus. Mais alors que on les a vus courir jusqu'à l'infini, en fait. Je sais pas comment. Tu les as vus courir en ralenti. Oui, c'est ça en fait. Je sais pas en fait si c'est mon cerveau qui me dit que ils ont fait un autre décor pour filmer cette scène et qu'ensuite il y avait un décor plus global, ou alors si c'est juste la façon dont ça a été monté, la façon dont ça a été filmé, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vraiment l'impression que cette salle est infinie. Alors, moi je le sais parce que sur les versions DVD que j'ai, il y a les bonus, du coup il y a beaucoup de making-of dedans, et c'est un seul et même décor. C'est un seul et même décor qui a été utilisé, et d'ailleurs même à la fin, quand ils ont terminé leur fusillade et qu'ils prennent l'ascenseur, t'as un petit moment clin d'œil où t'as un morceau de pilier, il y a le silence radio, hein, il n'y a vraiment plus rien, plus un bruit, et t'as un morceau de pilier qui se casse la gueule et qui tombe par terre, un peu pour dire, bon bah là c'est vraiment la fin, tu vois, il y a un morceau de béton qui tombe, crac, c'est la fin, ce qui même, peut-être, ça peut même faire sourire un peu. Il y a du comique, bien sûr. Oui, mais c'était complètement involontaire. Ils l'ont gardé, mais le morceau de mur devait pas tomber, en fait, à la base. Après, j'ai envie de te dire, Vivien, c'est la matrice, c'est pas réel. Oui, dans tous les cas, oui, voilà, c'est pas réel et c'est comme on veut. C'est pareil, il y a un effet visuel que j'ai beaucoup aimé. C'est toute la phase où Trinity est dans l'hélicoptère, Morpheus donc court, magnifique ralenti aussi. Et le deuxième effet que j'adore, c'est quand l'hélicoptère rentre va exploser dans le bâtiment. Cette ondulation. Oui, la matrice se déforme à ce moment-là. Oui, il y a la dilatation de toutes les fenêtres. C'est vraiment une belle claque. De toutes les fenêtres miroirs, hein, d'ailleurs. Hein, tout l'immeuble a des fenêtres sans teint, en fait, quelque part. C'est des fenêtres complètement miroirs. Et oui, tu as l'hélicoptère qui se crache vraiment dans le fond, au second plan même de cette scène-là, parce qu'elle est filmée sous plusieurs angles. L'hélicoptère se crache. Tu as Trinity qui arrive, qui est retenue par un câble par Neo, l'hélicoptère dans le fond, la dilatation de la Matrix en même temps, tout qui explose. C'est juste... le verre aussi avec Trinity derrière, tout ça, ça a dû coûter beaucoup, mais ça valait le coup, vraiment. Exactement. Et suite à cette scène d'action, du coup, il reste l'escape, hein, grosso modo, la grosse scène de baston entre Smith et Neo. Qui se passe dans une station de métro désaffectée. Dans un métro, oui. Dans un métro, où Neo prend très cher, mais comme le dit Morpheus, il commence à croire, et c'est pour ça qu'il reste pour affronter l'agent, alors que tout le long du film, on te tease bien que quand t'es face à un agent, il faut fuir. C'est ça, mais on te le dit clairement en plus. Oui, on te le dit, on te le dit comme ça. Ouais. Et le côté où à la fin de cette scène de combat où l'agent Smith tient fermement Neo, qui est un peu au bout de sa vie, Neo, et qui lui dit, qui le rappelle par son nom de connecter à la matrice. Monsieur Anderson, vous entendez le son du train qui arrive, c'est le son de la fin, le son de votre mort, hein, un peu, il lui dit ça. Et que Neo lui répond non, moi je m'appelle Neo, et bam, il dilate la matrice pour sauter jusqu'au plafond et éviter le métro. C'était, encore une fois, c'est une jolie métaphore et ça fonctionne super bien. Course-poursuite, galipette. Course-poursuite, allez. Course-poursuite, oui, grosse course-poursuite. Galipette, escalier de secours. Il se retrouve poursuivi par des agents. Il se retrouve à l'endroit où le film commence, chambre 303. Et il se prend 3 ou 4 balles dans le ventre avant de mourir. C'était la fin de Neo. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, les garçons? Dommage, non mais presque. C'était triste un peu. C'était... Comment ça, c'est naze? Non, ça, pour le coup, c'est vraiment le truc. Je suis prêt à accepter plein de trucs. Mais l'histoire du bisou qui le ramène à la vie, là, oh là là. Pardon, hein, mais moi, ça m'a... J'ai pas trouvé ça ouf. Ça m'a cassé un peu toute l'ascension qu'il avait. Alors, dans les faits, je suis d'accord. La première fois que je l'ai vu, pareil, je me suis dit,
Ouais, bon, c'est le super pouvoir de l'amour. On a l'impression d'être dans le 5e élément, hein, tu sais, l'histoire de 4 cailloux et une statue, et que pour activer la statue, il faut de l'amour. Mais maintenant, si on recontextualise un tout petit peu avec ce dont on a parlé tout au long de l'heure là de podcast, et ce que je vous ai dit aussi, il est dans la chambre 303 pour aller décrocher le téléphone, et 303, ça veut dire que la réponse à cette requête est ailleurs. Ça prend d'un seul coup un autre sens. Et c'est pas simplement le pouvoir de l'amour. Finalement, Neo, il avait juste besoin d'être rebooté pour passer C'est ça. en mode Neo. Super Saiyan. Il aura pas pu se prendre une part. Ça aurait peut-être été moins impactant. Ça aurait été un peu nul. Ah, parce que le bisou, c'est pas nul. Non, le bisou, moi, j'aime Non. pas. On va pas se mentir, le Sérieusement bisou, j'aime pas. Non, le bisou, j'aime pas. Moi je suis Ok. désolé, Je sais pas, moi ça m'a pas tant choqué que ça en fait. C'était un peu bon. Voilà, non, mais... pour moi, c'est pas ouf. C'est vraiment dommage parce que ça se limite même si oui, 303, la vérité est ailleurs. Ce bisou, je trouve qu'il est un poil en trop. Mais en fait, 303, c'est pareil. Hein. Si j'avais pas été chercher des symboliques autour du chiffre 303, je l'aurais jamais vu. Là, pour les besoins de l'émission, je l'aurais jamais vu et j'aurais pas pu réinterpréter la fin de cette fin-là comme ça. Et je serais resté sur juste, ouais, bah c'est le bisou et c'est pas fou. Ce qui est, Non mais c'est pas le bisou. non, mais c'est pas le bisou, je suis d'accord. Mais je veux dire, pour le lambda, pour le spectateur lambda, ou quand tu le vois la première fois, t'en as déjà pris un peu plein la gueule pendant tout le film. C'est le bisou qui Ouais, ressuscite, ressort. Neo. C'est le bisou qui ressort. Il faut le C'est pas digérer vraiment le plusieurs bisou, fois. c'est la foi qui ressort, qui ressuscite Neo en fait. C'est parce que, enfin, pour moi le bisou c'est vrai que je l'ai complètement effacé, moi, c'est pour ça que je comprenais pas, mais en effet, le bisou, il est un peu trop. Non, c'est pas ça qui ressuscite Neo, c'est le fait que quelqu'un sait que Neo ne peut pas mourir là, parce que quelqu'un sait que Neo est l'élu pour X ou X raison, là, pour le coup, c'est l'amour, que je trouve quand même pas trop mal amené, et c'est pour ça, c'est pas le bisou, oui, ok, le bisou, il était inutile, qu'il y ait bisou ou pas, Neo, il devait dans tous les cas se ressusciter, et je comprends que vous voyez ça un peu trop, voilà, c'est trop poussé, ouais, c'est vraiment, C'est un peu le vraiment, Deus pour le coup, voilà, conte de fées. quand tu le vois la première fois, ça fait un peu le Deus Ex Machina du pauvre. C'est-à-dire que bon, c'est Ouais. un bisou parce que la force de l'amour est plus forte que tout ce qu'il faut et c'est pas bien d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Voilà. Ceci dit, Mais faut pas oublier que depuis le début, Trinity a un secret, en fait, oui, hein, oui, tout à qu'elle nous fait. cache. Oui. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir, c'est que c'est ce secret-là qui réanime Neo, c'est pas le bisou. Non, on est d'accord. C'est juste que bon, dans les faits, voilà. Non, mais dans les faits, on peut pas occulter le fait que ce bisou, il est pas bien. Même si, je suis d'accord, c'est la foi que Trinity a, parce que on peut faire un gros parallèle. Moi, cet équipage me fait penser à une secte. Waouh, Non, mais c'est vrai. où Morpheus sera un espèce de gourou, et tous les autres l'écoutent presque aveuglément. C'est ce que Cypher dit en plus. Tu crois parce que c'est Neo qui le dit, et parce que c'est Morpheus qui le dit, tu penses que c'est vraiment l'élu, nanana. Le fait que l'oracle dise des choses qui doivent se réaliser, on se rend compte que ça montre pas mal d'histoires de secte, et c'est pour ça que Trinity, elle est persuadée que ça va se passer, parce qu'on lui a rentré dans le crâne que ça devait se passer. Donc, techniquement parlant, oui, c'est la foi. Mais, on peut vraiment faire ce parallèle là, du fait que, après, c'est comme toujours, ils sont tagués de terroristes dès le début du film. Morpheus est connu comme étant un terroriste, tout parce qu'ils se battent contre une organisation plus grande. Mais c'est ça, t'as besoin de cette foi pour te battre contre quelque chose où, si t'as pas l'élu, t'es quasi sûr de perdre. Donc, moi je suis d'accord. Et le fait que Trinity elle a un secret, que Laura tu lui dis qu'elle tombera amoureuse, ça je trouve ça intéressant. Parce que ça apporte un background à Trinity, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, mais elle ose jamais le dire. On a une certitude qu'un personnage sait qui est l'élu, forcément. Oui, mais en fait, ce bisou, je le trouve dommage. Ça casse un peu cette beauté, tout ce truc qu'il y avait, la naissance de Neo, parce que c'est à ce moment-là où il devient vraiment le Neo, l'élu. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, ça me... Je dis pas que je sais comment on aurait dû amener ça, hein, mais je trouve que c'est un peu comme un cheveu sur la soupe. En fait, je pense que le bisou
C'est vraiment l'acte du bisou, parce que c'est ça qui pose un peu problème. Ouais, c'est pas la symbolique. C'est un petit problème. C'est pas tant la symbolique, quoi. Mais c'était un moyen facile. C'est un moyen facile de faire comprendre aux gens. Et quand tu veux exprimer l'amour au cinéma, tu peux facilement l'exprimer au travers un regard ou un baiser. Et puis là, c'est compliqué, ils sont pas dans le même plan de réalité. Donc il restait que le baiser pour faciliter la compréhension de ça. Donc, non, mais je suis d'accord. Ouais. Moi, comme je dis, c'est le bisou qui me dérange pas, toute la symbolique derrière. On est d'accord. Reboot de Neo. Du coup, il se redresse. Du coup, l'agent Smith, lui, il comprend pas trop parce que normalement, un humain qui meurt, c'est un humain mort, et ça peut pas fonctionner avec avec son code, avec son développement. Il est codé pour un humain qui meurt, c'est un humain qui est mort. Puis il a dû en tuer des humains. Puis il a dû en tuer quelques-uns. Et ce dernier petit combat qui est plus, moi je le vois plus presque, c'est très humoristique, je trouve. C'est un gag. Oui, c'est une blague. Quand Smith arrive tout vénère avec ses pouvoirs avec sa rapidité et sa nervosité d'agent dans la matrice, et que du coup Neo n'en a plus rien à faire. Il se bat avec un seul bras, il le regarde même pas. C'est plutôt cool. Et du coup, le fait qu'après Neo passe dans l'agent Smith, au travers le corps de l'agent Smith pour le faire exploser. Il le détruit de l'intérieur. Il le détruit de l'intérieur, la symbolique est bien posée aussi, et prendra tout son sens dans les suites, et expliqueront quelque chose dans les suites, qui, pour moi, la première fois, pareil, quand je suis sorti de la salle, il passe au travers, c'était cool, hein, ça m'a pas du tout dérangé, mais il y a une explication qui t'a apporté sur la résurgence, en fait, de ça dans les suites, et quel impact ça va avoir, que j'ai trouvé plutôt très cool. Ça, c'est pareil, ça m'a pas dérangé, parce que on voit bien, il rentre dans l'agent Smith explose, Neo, il est nickel, nouveau fringue, tout ça, et les deux autres qui accompagnait l'agent Smith depuis le début, se regarde et fuit. Oui. À ce moment-là, même nous, on comprend que Neo est passé à un step au-dessus. Tu le vois au travers la vision de Neo déjà. Neo ne voit plus comme un humain connecté ou comme un humain tout court. Il voit du code. Quand on voit au travers ses yeux, il voit le code de la matrice partout. Il voit le code qui compose le mur, les lumières, les câbles, le sol, le plafond. Il voit tout en code. C'est-à-dire qu'il est en dehors de la matrice en étant dedans. Donc il fait ce qu'il veut. Oui, il fait complètement ce qu'il veut. Et pareil, donc là, scène de fin, Neo marche dans la rue, Neo s'envole. Ah, ça aussi, ça m'a pas plu. Superman. Ouais, pareil, le côté qui s'envole. Ça fait trop super-héros. Il y avait un côté un peu Superman. Ouais. C'est dommage parce que la musique, elle est nickel. Enfin, des boîtes, la scène, des boîtes. Donc la caméra qui s'envole, tranquille. Et je vois Neo qui... Ah, je fais un non. En plus, l'effet, il est pas fou. Je fais un non, pas ça, s'il vous plaît. Les sœurs, pas ça. Et ce sera réutilisé après, hein. Oui. Ce sera dans les suites, il vole beaucoup. Et du coup, le fait de le voir voler dans les suites et de savoir, quand tu re-regardes Matrix par exemple, que tu sais que dans les suites c'est un gimmick qui va utiliser régulièrement, la fin me choque moins que la première fois, où en effet, la première fois, non, je suis d'accord, mais enfin, ça s'explique dans les suites. Mais là, c'est dommage parce que ça fait vraiment super-héros. Oui, t'as un côté... Mais tout le discours qu'il a au téléphone, hein, quand il parle au téléphone, qui met le système en failure, parce qu'à la fin, tu vois ça, t'as un écran vert de Matrix, de Matrice, du coup, un écran d'ordinateur, et tu vois qu'il y a un bug, d'un seul coup, tout se fige, comme si la matrice s'arrêtait. Comme si le film, au départ, n'avait pas été pensé comme une trilogie, ce qui n'est pas le cas, hein, arrêtons-nous tout de suite, ça a été dès le départ pensé comme une trilogie. Mais voilà, il fallait de toute façon, pour cette fin-là, on a de l'exposition, la résolution d'un problème, mais ça ne veut pas dire que ça a résolu tous les problèmes. On a solutionné quelque chose, mais oui, des suites étaient envisageables pour résoudre le vrai problème qui est de débrancher tous les humains de la matrice. Non, après, l'avantage de Matrix, c'est qu'il a été pensé comme une trilogie, mais il peut se suffire à lui-même. Comme beaucoup de films qui ont été pensés comme une trilogie, si tu fais le parallèle avec Star Wars, la trilogie originale, le 4, 5, 6, tu regardes l'épisode 4, techniquement parlant, ils ont résolu un problème, mais voilà, ça se termine comme il pourrait suffire à lui-même parce qu'ils ont résolu un problème, on leur donne des médailles à la fin, mais si tu réfléchis 30 secondes, Luke Skywalker, il a reçu 1/100 de formation de Jedi, l'Empire est toujours là, et c'est toujours des rebelles. Donc il y a plein de choses qui n'ont pas été solutionnées, mais le film 1 se suffit à lui-même, alors que l'Empire contre-attaque, comme Matrix Reloaded, ne se suffit absolument pas à lui-même. Bah non, parce que là on est parti, on est dans le truc, on est obligé d'avoir une finalité. Tout à fait. Est-ce que les garçons, vous avez encore des choses à rajouter d'une manière générale, ou est-ce qu'on est bon ? Je crois qu'on est plutôt bon. Bah moi je vais juste conclure sur le fait que Matrix fait partie de mon top 10 des films que j'affectionne le plus.
parce que Je suis d'accord. que ça soit visuellement, même le message qu'il délivre, c'est vraiment un truc qui me parle. Et donc, moi, j'adore ce film, même s'il y a des trucs que j'aime moins dedans. Vraiment, ce film, j'aurais une pile de films à prendre sur une île déserte, je le prendrais avec une télé, bien sûr, et un lecteur. Et l'électricité, évidemment. L'électricité, ouais, et puis, bon, en fait, c'est plus trop sur une île, je reste chez moi direct. Mais donc voilà, moi j'ai adoré ce film, tout simplement. Aussi, hein, ça fait partie. Il est devenu presque instant. Et c'est fou d'ailleurs de voir comme il est rentré presque instantanément dans la pop culture. Et c'est devenu un film, bam, d'un seul coup. Je serais curieux de retrouver les critiques de l'époque, surtout les critiques de genre des téléramas, des choses comme ça qui sont un peu réfractaires à ce genre de film. Je serais curieux de les retrouver. D'ailleurs, si je les retrouve, je les mettrai pareil. Je les mettrai peut-être en fiche ou un lien dans la description si ça intéresse des gens qui veulent se rendre compte, pour recontextualiser avec son époque, qu'est-ce que les critiques pensaient de Matrix au moment de sa sortie. Ok, et ben écoutez les garçons, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. C'était encore une fois super intéressant. Évidemment, hein, vous connaissez, c'est la coutume, je ne connais pas le nom de nos réseaux si vous voulez nous retrouver sur les réseaux. Donc, Vivien, s'il te plaît, dis-nous. Faites entrer le film un peu partout. Faites entrer le film un peu partout. Merci Vivien, il ne s'est pas trompé cette fois. Vous retrouvez tous nos liens dans la description. Si vous avez aimé, encouragez-nous, il n'y a pas 36 manières de le faire. Abonnez-vous, likez, partagez si vous voulez. Et laissez des commentaires aussi pour nous dire si vous avez aimé, pas aimé, ce qu'on peut améliorer. On a la chance simplement, si vous avez envie qu'on parle de certains films, n'hésitez pas à nous les proposer. Oui, aussi, n'hésitez pas à nous contacter par tous les biais possibles pour nous suggérer des films. Nous, on a plein d'idées, mais c'est peut-être pas les mêmes que les vôtres, et du coup, ce sera toujours intéressant de parler de films auxquels on n'avait pas spécialement pensé. Sur ce, passez un bon moment, et à la semaine prochaine. Bisous. Salut. Salut.